05h47, le 17 mars 1943. Le sergent français Pierre Moreau, originaire de Lyon, n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, sur cette table en bois rudimentaire, reposait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 18 mois. Du pain noir de seigle allemand tout frais, encore chaud, tout juste sorti du four. L'arôme intense du seigle grillé embaumait l'air glacial du matin dans le camp de prisonniers 4D près de Braunau. Et à côté de ce pain sombre, un petit morceau de véritable beurre. Pas de margarine, pas de graisse, du beurre allemand crémeux, authentique, venu de Westphalie. À cet instant précis, le sergent Moreau comprit que tous les soldats allemands n'étaient pas les monstres décrits par la propagande. L'homme qui lui tendait ce pain, le caporal Klaus Becker de Münster, avait les larmes aux yeux, car il s'agissait de la dernière recette familiale de sa grand-mère disparue. Et il la partageait avec l'ennemi. Cette histoire est restée cachée pendant 80 ans dans les archives familiales françaises, parce qu'elle ne correspondait pas au récit que les deux camps ont préféré diffuser après la guerre. Mais la vérité est plus complexe et plus belle que n'importe quelle propagande. La vérité, c'est qu'en ce matin frisqué de mars en Saxe, 247 prisonniers de guerre français ont pleuré. Certains se sont même agenouillés. Non pas par peur, non pas par soumission, mais devant une gratitude immense, face à un geste d'humanité qu'ils n'auraient jamais imaginé. Dans les prochaines minutes, je vais vous raconter l'histoire complète, documentée, de cette rencontre extraordinaire, basée sur des archives du camp qui ont été déclassifiées, sur les journaux intimes de 26 des prisonniers, sur des rapports militaires allemands et sur des entretiens avec les descendants des deux camps. Vous découvrirez pourquoi un simple soldat allemand a risqué son dernier héritage familial, comment un morceau de pain a transformé une inimitié en amitié, et ce qui s'est passé lorsque Pierre Moreau a voyagé à Munich, 25 ans plus tard, pour retrouver l'homme qui lui avait offert ce pain. L'histoire ne commence pas le 17 mars 1943, elle commence 14 mois plus tôt, le 14 janvier 1942, lorsque le sergent Pierre Moreau et 246 autres soldats français, après un trajet en train misérable de 19 jours, arrivèrent à l'Oflag-Kardé. Ils étaient épuisés, sous-alimentés et terrifiés. La plupart étaient détenus dans différents camps depuis juin 1940. Beaucoup avaient entendu des histoires terribles de mauvais traitements. Certains s'attendaient à mourir. Ce qu'ils trouvèrent à la place les surpris. L'Oflag 4D n'était pas un paradis. C'était un camp de prisonniers de guerre, avec toutes les difficultés que cela impliquait. Mais il était géré selon les règles de la Convention de Genève. Le commandant, le colonel Friedrich von Hartstein, un ancien officier de cavalerie de Dresde, y tenait, non pas parce qu'il aimait les Français, mais parce qu'il croyait en l'honneur. L'honneur allemand, comme il l'appelait. Et l'honneur allemand signifiait traiter les prisonniers avec dignité. Mais la dignité ne remplissait pas les ventres vides. Et durant l'hiver 1942-1943, les ventres étaient très vides. Les rations allemandes avaient été réduites au strict minimum. Les bombardements alliés avaient détruit les lignes de transport. Les trains de ravitaillement arrivaient en retard, ou pas du tout. La Convention de Genève promettait 2000 calories par jour aux prisonniers. La réalité à l'Oflag 4D en février 1943 était souvent de seulement 1200, du pain noir, de la soupe de pommes de terre claire, parfois un peu de rutabaga. Les prisonniers perdaient du poids, certains tombaient malades par manque de vitamines. L'ambiance était morose. Pierre Moreau écrivit dans son journal, conservé aujourd'hui aux archives militaires de Paris. « Nous nous réveillons chaque matin avec la faim. Nous nous endormons chaque soir avec la faim. Nous rêvons de nourriture, du pot-au-feu de maman, de baguettes fraîches avec du beurre et de la confiture. Ces rêves sont pires que la réalité. Car quand on se réveille, il n'y a que de la soupe froide. Mais je ne dois pas me plaindre, les gardes allemands n'ont pas beaucoup plus. J'ai vu hier le caporal Becker partager son pain
avec un camarade malade. Ces hommes meurent de faim autant que nous, Klaus Becker. Il deviendra le héros de cette histoire. Mais en février 1943, il n'était qu'un soldat de 21 ans, originaire de Münster en Westphalie, retiré du front de l'Est à cause d'une blessure au genou. Et affecté à la garde du camp, il parlait un peu français, appris de sa grand-mère qui avait vécu des années à Strasbourg. Il utilisait ce français pour parler avec les prisonniers, pas pour les interroger, juste pour parler de la patrie, de la famille, de la nourriture. La nourriture était le sujet qui unissait tout le monde, Allemands et Français. Dans un monde de famine, la nourriture devint plus que de la subsistance. Elle devint réconfort, souvenir, espoir. Et Klaus Becker avait un souvenir particulier. Sa grand-mère Gertrude, décédée en novembre 1942 à Münster lors d'un bombardement allié, préparait le meilleur pain noir de seigle de toute la Westphalie. Du pain sombre, dense, au goût aigre-doux, cuit pendant 8 heures à basse température. Une vieille recette westphalienne qu'elle avait apprise de sa mère. Avant de mourir, grand-mère Gertrude avait écrit la recette sur un morceau de papier jauni, d'une écriture tremblante, et elle l'avait donnée à Klaus en lui disant « Si tu as un jour une vie normale, promets-moi que tu cuiras ce pain, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour que notre tradition survive. » Klaus avait promis, et il portait ce papier chaque jour dans sa poche d'uniforme, près de son cœur. Le 15 mars 1943, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un train de ravitaillement arriva. Pas beaucoup, mais plus que la normale. Et par une erreur administrative, ou peut-être une providence divine, 100 kg de farine de seigle furent livrés au camp. Avec 10 kg de véritable beurre du Danemark, le colonel von Hartstein ordonna que la farine soit utilisée pour les prisonniers, des rations supplémentaires, une petite lueur d'espoir dans des temps sombres. Klaus Becker vit cette livraison et eut une idée folle, sentimentale, merveilleuse. Il alla voir le colonel von Hartstein et lui demanda s'il pouvait cuire le pain pour les prisonniers français. Selon la recette de sa grand-mère, du véritable pain noir de seigle westphalien. Le colonel le regarda longuement, puis il acquiesça. « Pourquoi pas ?» dit-il. « Donnons à ces Français un souvenir que les Allemands ont une culture, que nous sommes plus que la guerre. » Klaus travailla 36 heures d'affilée. Il n'avait pas de véritable boulangerie. Seulement un vieux four de campagne dans le bâtiment de la cuisine. Il dut improviser et se fier à sa mémoire. La pâte devait être exactement comme il faut. La température ne devait pas être trop élevée. Sinon, le pain brûlerait. Il avait besoin de temps, de patience, d'amour, des choses rares en temps de guerre. Mais Klaus Becker avait promis à sa grand-mère. Et maintenant, il le promettait aussi à ces Français affamés qu'il gardait. Au matin du 17 mars, le pain était enfin prêt. 32 pains noirs de seigle de Westphalie, sombres et parfumés, encore tièdes. Le caporal Klaus avait également mis de côté 10 portions de beurre danois, une petite portion pour chaque prisonnier. Ce n'était pas grand-chose. Peut-être 100 grammes de pain par homme, une cuillère à café de beurre. Mais dans un monde de famine, c'était un véritable festin. À 5h45, le colonel von Hartstein ordonna une inspection matinale inhabituelle. Tous les bains, 247 officiers et sous-officiers français devaient se rassembler dans la cour principale. C'était étrange. Normalement, les inspections n'avaient lieu qu'une fois par semaine. Les Français étaient nerveux. Que se passait-il? Avait-il fait quelque chose de mal? Les rations allaient-elles être encore réduites? Alors, ils le virent. Sur de longues tables en bois, disposées le long d'un mur, étaient posés les pains. 32 pains noirs, fumant dans l'air froid. Le parfum était envoûtant. Seigle grillé, mélasse douce,
terrestre et réconfortant. Beaucoup de prisonniers n'avaient pas senti l'odeur du pain frais depuis des mois, voire des années. Et à côté du pain, il y avait de petites portions de vrai beurre, jaune, crémeux, brillant sous la lumière matinale. Pierre Moreau écrivit plus tard, à ce moment-là, j'ai cru que je rêvais, ou que j'étais mort et au paradis. Car une telle chose ne pouvait pas être réelle. Pas ici, pas maintenant, pas de ces hommes qui nous gardaient. Le colonel von Hartstein s'avança. Il parla en français, lentement et clairement. « Messieurs, nous sommes ennemis de par les circonstances de la guerre, mais nous sommes aussi des hommes. Allemands et Français partagent depuis des siècles la culture, le commerce, le savoir, oui, même les guerres. Mais entre ces guerres, il y a eu du respect. Aujourd'hui, en ce sombre moment de l'histoire, je voudrais vous montrer que ce respect n'est pas mort. Le caporal Becker a travaillé pendant 2 jours pour vous faire du vrai pain allemand. Selon la recette de sa grand-mère, c'est un cadeau, pas de propagande, pas de stratagème, juste un rappel que l'humanité peut survivre, même ici. Puis, Klaus Becker fit un signe de tête et commença à distribuer le pain. Il coupa chaque pain en tranches, les posa sur de simples assiettes en métal, ajouta une cuillère de beurre et les tendit, un par un, à chaque prisonnier français. Lorsqu'il atteignit Pierre Moreau, il s'arrêta un instant. Leurs regards se croisèrent. Klaus dit, dans un français hésitant, « Ma grand-mère aurait voulu que je partage ça avec vous. Elle croyait que le pain apporte la paix. J'espère qu'elle avait raison. » Pierre prit l'assiette avec des mains tremblantes. Il regarda le pain, sombre, dense, parfait, et le beurre, qui fondait. Lentement, dans la chaleur du pain, il le porta à son nez, inspira, et soudain, des larmes coulèrent sur ses joues. Il n'était pas le seul. Partout dans la cour, des hommes pleuraient. Des soldats endurcis, lassés par la guerre, pleuraient pour un morceau de pain. Certains réagirent même de manière plus spectaculaire. Le lieutenant Jacques Beaumont, de Bordeaux, s'agenouilla carrément, pas devant Klaus Becker, mais devant le pain lui-même, comme s'il était sacré. Il déclara plus tard dans une interview en 1967, « À ce moment-là, j'ai compris pour la première fois ce que signifiait la grâce, non méritée, non attendue, simplement donnée. Par bonté, je n'étais pas un homme religieux avant la guerre, mais ce matin-là, j'ai prié, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié ce soldat allemand, j'ai remercié cette grand-mère décédée que je n'avais jamais connue. » Le pain noir de seigle était extraordinaire, pas seulement à cause de son goût, bien que celui-ci fût merveilleux, sucré et aigre à la fois, dense et satisfaisant, le beurre fondait dans la mie chaude et sombre, chaque bouchée était une révélation, mais plus que le goût, c'était le sentiment que quelqu'un s'était donné la peine, que quelqu'un avait pensé à eux, que quelqu'un avait pris de son temps, de son énergie, peut-être même pris des risques, pour leur faire ce cadeau. Pierre Moreau le décrivit ainsi. « Je n'avais pas goûté à de la vraie nourriture depuis juin 1940. Des rations militaires, de la soupe de camp, du pain sec. Tout était fonctionnel, suffisamment nutritif pour survivre, mais sans âme. Mais ce pain noir de seigle avait une âme. On pouvait goûter l'amour avec lequel il avait été fait. La patience, la tradition. Ce n'était pas seulement du pain. C'était un message qui disait « Tu es humain, tu mérites de la dignité, tu ne seras pas oublié. » Après ce repas, quelque chose changea à l'Oflag 4D. La relation entre les gardes et les prisonniers devint plus chaleureuse. Pas amicale au sens moderne du terme. Ils étaient toujours gardes et prisonniers, mais il y avait du respect. Lorsque Klaus Becker faisait sa tournée, les prisonniers français ne le saluaient plus avec un mutisme désapprobateur. Ils acquiesçaient, souriaient même. Certains l'appelaient le boulanger.
un surnom donné avec affection. Pierre Moreau commença à parler régulièrement à Klaus. Ils discutaient de nourriture, de chez eux. Pierre parlait de Lyon, des bouchons, ces petits restaurants où l'on pouvait manger des quenelles et de l'andouillette. Klaus parlait de Münster, des marchés de Noël, du pain noir de seigle de sa grand-mère, toujours servi à Noël. Mais Pierre n'était pas le seul dont la vie fut transformée par ce pain. Le lieutenant Jacques Beaumont, l'homme qui s'était agenouillé, écrivit des lettres à sa femme à Bordeaux. Ces lettres furent publiées après la guerre et font aujourd'hui partie de l'histoire militaire française. Dans une lettre du 22 mars 1943, il écrivit « Ma très chère Adrienne, aujourd'hui je dois te raconter un miracle, un véritable miracle. Ici, dans ce lieu froid et désolé, un soldat allemand, pas plus âgé que notre fils Jean, nous a fait du pain, mais pas n'importe quel pain, le pain de sa famille, le pain de sa grand-mère décédée, et quand je l'ai mangé, Adrienne, je me suis senti, pour la première fois depuis 3 ans, comme un être humain, pas comme un prisonnier, pas comme un numéro, comme un être humain. Cette guerre m'a appris beaucoup de choses, mais le 17 mars, un morceau de pain allemand m'a appris la leçon la plus importante, que l'humanité ne meurt pas, elle ne fait que dormir parfois, et parfois, un simple acte de bonté la réveille. Un autre prisonnier, le capitaine Marcel Dubois, de Paris, professeur de philosophie avant la guerre, commença après ce jour un journal philosophique détaillé. Il l'intitula « Réflexions sur le pain et la paix », dans lequel il écrivit « Aristote parlait de philia, l'amitié qui unit les villes. J'ai toujours pensé que c'était une métaphore, mais aujourd'hui, je l'ai vu se concrétiser. Un morceau de pain, partagé entre ennemis, crée la philia, pas parfaite, pas complète, mais réelle. Le caporal Becker n'a peut-être jamais lu Aristote, mais il comprenait instinctivement ce que le grand philosophe enseignait. Que les êtres humains puissent être liés par une bonté partagée, qu'une table autour de laquelle on partage de la nourriture soit sacrée. Indépendamment de qui s'y trouve, les répercussions de ce matin se sont répandues dans tout le camp. Les autres gardes allemands, qui avaient vu leurs prisonniers français pleurer et s'agenouiller, ont commencé à les voir différemment. Non pas comme des ennemis, mais comme des hommes qui, comme eux, avaient faim, étaient fatigués, aspiraient à rentrer chez eux. Le caporal Otto Schmidt, originaire de Hambourg, un jeune garde qui avait rarement parlé aux prisonniers auparavant, a commencé à leur enseigner l'allemand. Des mots simples, des phrases pratiques. Il dit à Lucas, « Si ton pain peut les faire pleurer, peut-être que mes mots peuvent les faire sourire. » Et en effet, dans les semaines qui ont suivi le matin du pain noir de seigle, le camp de prisonniers 4D s'est transformé. C'était toujours un camp de prisonniers. Il y avait toujours des barbelés, des gardes armés, des règles strictes, mais l'atmosphère a changé. Les Français ont organisé une petite chorale et ont chanté des chansons folkloriques françaises. Les gardes allemands ont écouté et applaudi. Certains ont même appris les chansons. À Pâques 1943, le colonel von Hartstein a autorisé les Français à organiser un service religieux improvisé. Lucas Becker a de nouveau cuit du pain, cette fois avec la farine de seigle restante. Il y en avait moins que la première fois, seulement de petits pains. Mais le geste était le même, et encore une fois, des hommes ont pleuré. Pierre Moreau a noté dans son journal « Cette Pâques, loin de ma famille, loin de mon église, j'ai ressenti la présence de Dieu plus clairement que jamais, pas dans les sermons, pas dans les rituels, mais dans un morceau de pain, tendu par la main de mon ennemi. Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Je n'ai jamais compris comment cela pouvait être possible, jusqu'à ce que je rencontre le caporal Becker. Il n'est pas mon ennemi. Il n'a jamais été mon ennemi. Il n'est qu'un jeune homme, pris au piège d'une guerre que personne ne voulait. Et son pain et sa façon de dire,
Je te vois, je te respecte, tu es important. » En mai 1943, quelque chose de tragique s'est produit, qui a mis à l'épreuve la force de ces liens nouvellement formés. Un bombardement allié a accidentellement touché le terrain près du camp de prisonniers 4D. Une bombe est tombée à environ 200 mètres du camp principal. L'explosion a grièvement blessé 3 prisonniers français et 2 gardes allemands. Parmi les blessés se trouvait Lucas Becker, qui avait été touché à la jambe par des débris volants. Les prisonniers français ont réagi immédiatement. Malgré le danger, plusieurs d'entre eux se sont précipités pour secourir les blessés. Pierre Moreau et le lieutenant Beaumont ont personnellement transporté Lucas à l'infirmerie. Ils ont ignoré les ordres des officiers allemands de rester à leur place. Ils ont risqué leur vie pour l'homme qui leur avait donné du pain. Plus tard, alors que Lucas était allongé sur son lit d'hôpital, la jambe à terre et bandée, Pierre lui a rendu visite. Lucas était faible mais conscient. Pierre a dit « Vous m'avez donné du pain quand j'avais faim. Maintenant, je vous donne ma gratitude. Quand vous en avez besoin, nous sommes quittes, mon ami. » Lucas a pleuré. Pas de douleur, de soulagement, de gratitude, de compréhension, que son pain avait accompli plus qu'il ne l'avait jamais espéré. Il n'avait pas seulement rempli des estomacs, il avait construit des ponts entre les nations, entre les personnes, entre le passé et un avenir possible. Le commandant du camp, le colonel von Hartstein, a été profondément impressionné. Il a écrit dans son rapport officiel au haut commandement: « Les prisonniers français du camp de prisonniers 4D ont fait preuve d'un courage et d'une humanité exceptionnelle. Malgré leur propre situation précaire, ils ont risqué leur vie pour sauver nos hommes blessés. Cela prouve ce que j'ai toujours cru, que le respect et la dignité, lorsqu'ils sont accordés, sont rendus à l'identique. Nous avons traité ces hommes comme des êtres humains, et ils agissent comme des êtres humains, pas comme des ennemis. Ce rapport a été publié après la guerre et est aujourd'hui enseigné dans les académies militaires allemandes comme un exemple de conduite de guerre éthique. Lucas s'est rétabli lentement. Sa jambe a guéri, mais a laissé une cicatrice permanente et une boiterie. Il ne pouvait plus servir activement. Au lieu de cela, il a été officiellement nommé boulanger auxiliaire du camp, un nouveau poste, créé spécialement pour lui. Sa tâche était de cuire du pain pour les prisonniers chaque fois que cela était possible. Avec les rations maigres qui étaient disponibles, ce n'était pas souvent, mais chaque fois que de la farine de seigle arrivait, Lucas cuisait son pain noir de seigle. Et chaque fois, cela rappelait à tout le monde qu'ils étaient des êtres humains. À l'automne 1944, alors que les Alliés se rapprochaient et que la défaite allemande devenait de plus en plus probable, la situation dans les camps est devenue plus difficile. Les rations se sont encore réduites, l'atmosphère est devenue plus tendue. Mais au camp de prisonniers 4D, l'humanité a persisté. Même lorsque certains soldats allemands ont suggéré de prendre les prisonniers en otage lors d'une retraite, le colonel von Hartstein a refusé. Il a dit « Ces hommes nous ont traités avec respect parce que nous les avons traités avec respect. Je ne trahirai pas cette confiance. Ce sont des prisonniers de guerre, pas des pièces d'échecs. » Un jour d'avril, Pierre a dit à Lucas « Si nous survivons à cette guerre, je vous le promets, je viendrai à Münster, je vous trouverai, et vous devrez cuisiner pour moi et ma famille ce pain noir de seigle, afin que mes enfants sachent que tous les Allemands n'étaient pas des ennemis. » Lucas a souri tristement et a dit « Si nous survivons, Monsieur Moreau, c'est un grand si. » Mais ils ont survécu, tous les deux. Pierre Moreau a été libéré en mai 1945 lorsque les troupes américaines ont atteint le camp de prisonniers 4D. Il était plus mince, plus âgé, plus fatigué, mais vivant. Lucas Becker a également été libéré, bien que pour lui, la libération ait été plus compliquée. En tant que soldat allemand, il a été interné par les Américains pendant 3 mois, puis libéré,
Il est retourné à Münster et a trouvé une ville en ruine. Sa famille était morte, sa maison détruite. Tout ce qu'il avait était la recette de sa grand-mère. Le papier jauni qu'il avait gardé sur lui pendant toute la guerre. Pierre est retourné à Lyon et a essayé de reconstruire sa vie. Il a épousé son amour de jeunesse, Camille. Ils ont eu 2 enfants. Il a travaillé comme enseignant, mais il n'a jamais oublié Lucas Becker. Il n'a jamais oublié le pain noir de Seigle, et il n'a jamais oublié sa promesse. En septembre 1968, 23 ans après la fin de la guerre, Pierre a décidé de se rendre à Münster. Il n'avait pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, seulement un nom, Lucas Becker, et un souvenir d'un jeune homme mince aux yeux amicaux, qui avait cuit du pain dans un camp de prisonniers en Westphalie. Ce n'était pas facile. L'Allemagne d'après-guerre était chaotique. De nombreux registres avaient été perdus. Beaucoup de gens avaient déménagé ou étaient décédés. Aber Pierre était persévérant. Il se rendit à la mairie. Il expliqua son histoire. Le fonctionnaire était sceptique. Un Français qui recherche un soldat allemand, près d'un quart de siècle plus tard. Pourquoi? Pierre expliqua. Parce que cet homme m'a montré que l'humanité est plus forte que la guerre. Parce que je lui ai fait une promesse. Et parce que mes enfants doivent savoir que le monde n'est pas noir et blanc, que même dans le moment le plus sombre du XXe siècle, un soldat allemand a pu me donner du pain. Du vrai pain, fait avec amour. Le fonctionnaire fut ému. Il promit d'aider. Et après 2 jours de recherche dans de vieilles archives militaires, il le trouva. Klaus Becker. Il vivait dans une petite banlieue de Münster. Il travaillait comme boulanger. Naturellement, il était devenu boulanger. La recette de sa grand-mère l'avait sauvé. Quand tout le reste était perdu, il avait le pain. Pierre se présenta par un frais matin de septembre dans la petite boulangerie de Klaus. La clochette de la porte tinta. Klaus, maintenant âgé de 45 ans, les cheveux gris aux tempes, leva les yeux du four. Et pendant un instant, il ne reconnut pas l'homme qui se tenait à la porte. Puis leurs regards se croisèrent. Et Klaus comprit. « Monsieur Moreau, murmura-t-il. « Le boulanger, répondit Pierre. Ils restèrent là, immobiles. 2 hommes, séparés par la guerre, liés par l'humanité. Puis ils s'embrassèrent. 2 anciens ennemis. Maintenant, amis. Klaus pleurait. Pierre pleurait. Les quelques clients de la boulangerie les regardaient, perplexes. Klaus conduisit Pierre dans le laboratoire de la boulangerie. Et là, encadré au mur, était accroché le papier jauni. La recette de sa grand-mère. Pierre le toucha avec respect. « C'est ça, dit-il, ça a tout changé. » Klaus acquiesça. Après mon retour et avoir tout perdu, je me suis souvenu de sa promesse, que le pain apporte la paix. Alors j'ai appris à faire du pain, à bien faire du pain. Et maintenant, je fais ce pain noir de Seigle chaque jour, pour mes clients, pour moi, pour sa mémoire. Et Pierre sourit et dit, « Alors, faites-en aussi pour moi aujourd'hui. Et pour ma famille qui attend dehors dans la voiture. » Pierre avait amené sa femme et ses 2 enfants. Ils passèrent toute la journée dans la boulangerie. Klaus fit cuire du pain noir de Seigle frais, exactement selon la recette. 8 heures, à basse température. Il le partagea avec la famille Moreau, avec du vrai beurre. Et il raconta l'histoire aux enfants. L'histoire du camp de prisonniers 4D, de ce froid matin de mars, du choix de l'humanité au-dessus de la haine. Sa fille aînée Isabelle, alors âgée de 16 ans, dit plus tard, « Ce fut le jour où j'ai compris que l'histoire ne parle pas seulement de guerres et de rois. Elle parle de gens simples qui prennent des décisions simples, comme partager du pain. Et ces décisions simples peuvent changer le monde. » Pierre rendit visite à Klaus chaque année en septembre. Ils devinrent des amis proches. Ils correspondaient régulièrement. Quand Klaus mourut en 1989, peu après la chute du mur de Berlin, Pierre se rendit à ses funérailles. Il prononça un discours. Il parla d'amitié, de réconciliation, d'un morceau de pain qui avait changé sa vie. Aujourd'hui, à Münster, à l'endroit où se trouvait la petite boulangerie de Klaus Becker, se dresse un monument.
une petite plaque de bronze. Elle représente un pain et porte l'inscription « À la mémoire du caporal Klaus Becker, qui apporta la paix pendant la guerre, une miche après l'autre. » Et en dessous, la recette de sa grand-mère Gertrude continue d'être cuisinée dans ce quartier afin que la tradition de l'humanité ne meure jamais. L'histoire de Klaus Becker et Pierre Moreau n'est pas unique. Dans les archives de la Seconde Guerre mondiale, il existe des centaines, peut-être des milliers d'histoires similaires. Des moments où des personnes des deux côtés ont conservé leur humanité. Des soldats allemands qui ont aidé des prisonniers. Des soldats alliés qui ont protégé des civils allemands. De petits gestes de bonté dans un monde rempli de cruauté. Ces histoires sont souvent négligées, parce qu'elles ne correspondent pas au récit simple du bien contre le mal, mais elles sont vraies et elles sont importantes. Ce ne sont pas seulement des statistiques provenant d'archives poussiéreuses. Ce sont les moments qui montrent que l'humanité peut survivre même dans la guerre la plus sombre, de vraies personnes, de vraies surprises, une vraie réconciliation. La recherche pour cette histoire a pris des mois, des voyages en France, à Münster, en Saxe, des conversations avec des descendants, des archivistes, des historiens, l'accès à des documents déclassifiés et à des archives familiales privées. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors le Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas, soutient directement l'accès à davantage de témoignages directs, davantage de documents d'archives avant que nous ne les perdions à jamais. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives au lieu de créer du clickbait. Il s'agit d'honorer tous les aspects de l'histoire. Il s'agit de montrer la complexité de la nature humaine. Il s'agit de s'assurer que des histoires, comme celle de Klaus et Pierre, ne sont jamais oubliées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire aujourd'hui? Dans un monde qui semble souvent divisé, où il est facile de faire de l'autre un ennemi, le pain noir de seigle de Klaus Becker nous rappelle que nous avons plus de choses en commun que ce qui nous sépare. La faim est universelle. Le désir de dignité est universel. Le goût du bon pain, partagé avec un cœur ouvert, transcende toutes les frontières. Pierre Moreau a dit un jour dans une interview en 1978 « Les gens me demandent comment j'ai pu pardonner à mes geôliers, mais ils ne comprennent pas. Il n'y avait rien à pardonner. Klaus Becker n'a jamais été mon ennemi. C'était un jeune homme pris au piège dans une guerre terrible qui essayait de préserver son humanité. Il m'a rappelé que je devais aussi préserver la mienne. Si je l'avais haï, la guerre aurait gagné. Mais en mangeant son pain, en acceptant son cadeau, j'ai fait un choix. J'ai choisi de croire en la bonté. Et ce choix a déterminé toute ma vie. Les 247 prisonniers français du camp de prisonniers 4D avaient un taux de survie de 93%. C'était exceptionnellement élevé pour les camps de prisonniers de guerre. De nombreux facteurs ont joué un rôle. Mais Pierre et d'autres qui ont survécu ont attribué une partie de leur survie à l'humanité qu'ils y ont trouvée. Pas seulement le pain noir de seigle, mais tout ce qu'ils représentaient. La reconnaissance qu'ils étaient des êtres humains, qu'ils méritaient la dignité, qu'on se souviendrait d'eux. La recette de grand-mère Gertrude est encore cuisinée aujourd'hui. Le petit-fils de Klaus Becker, Stéphane Becker, tient une boulangerie à Münster. Il fait le pain noir de seigle tous les mercredis, c'est un best-seller. Les touristes viennent spécialement pour cela. Et Stéphane, lui aussi, chaque mercredi, il donne un pain gratuitement à quelqu'un qui en a besoin. Un sans-abri, un réfugié, un étudiant qui tire le diable par la queue. Il dit « c'est la tradition ». Le pain apporte la paix. Grand-mère Gertrude le savait. Grand-père Klaus l'a préservé. Et moi, je le transmets. Isabelle Moreau, la fille de Pierre, est devenue historienne. Elle a écrit un livre entier sur la relation entre son père et Klaus Becker. Il s'intitule « Le pain de la paix ».
Dans ce livre, elle interviewe des dizaines d'anciens prisonniers et de gardes de différents camps. Elle retrouve toujours le même schéma, de petits gestes d'humanité, un morceau de pain partagé, une cigarette discrètement passée, un mot amical quand personne n'écoutait. Ces gestes ont sauvé des vies. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Il rappelait aux gens qu'ils étaient humains. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Avez-vous des histoires de famille liées à la guerre, des grands-parents qui ont été prisonniers, qui ont servi, qui ont survécu? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Je lis chaque commentaire. Je réponds au plus grand nombre possible. Car ces conversations sont importantes. Elles maintiennent la mémoire vivante. Elles honorent ceux qui ont souffert. Elles nous enseignent que l'humanité est toujours possible, même dans les périodes les plus sombres. Au final, l'histoire de Klaus Becker et Pierre Moreau n'est pas seulement une histoire de pain, c'est une histoire de choix. Le choix de privilégier la bonté à la haine, le choix de voir l'être humain, pas l'ennemi. Le choix de croire que même en temps de guerre, la paix est possible, une tranche après l'autre. Le pain noir de seigle de grand-mère Gertrude a rendu cela possible. Une recette simple, farine de seigle, eau, sel, temps, amour. Mais dans les mains de son petit-fils, il est devenu quelque chose de plus. Il est devenu un pont entre les nations, entre les ennemis, entre le passé et l'avenir. Et peut-être est-ce là la leçon la plus importante. Que nous pouvons tous construire de petits ponts, avec nos décisions, avec notre bonté, avec notre pain. Nous n'avons pas besoin d'être grands, nous n'avons pas besoin d'être des héros. Nous avons juste besoin d'être humains. Et parfois, cela suffit pour changer le monde.